Je vais rapidement me présenter. Donc moi, je suis Delphine Chec, donc je suis chargée de mission au sein du service économie-emploi, donc à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je vais intervenir sur ce webinaire-là en complémentarité donc avec mon collègue pardon, Olivier Carvin, donc, qui vient d'arriver. Moi, je suis référente sur les industries agroalimentaires et le commerce extérieur. Voilà, pour vous donner le panorama. Le webinaire sera fait en 3 parties. Voilà, donc on va s'alterner, on va faire ça à 2 voix avec Olivier, pour que ce soit plus fluide et plus sympathique pour vous à écouter. Donc la thématique, d'aujourd'hui, donc c'est, la situation économique de l'agriculture bretonne du jamais vu. Je vais laisser, Laurent Carlier, donc intervenir, voilà, pour vous présenter un peu le pitch de notre intervention. Là où je voulais juste arriver tout de suite, c'est sur, l'organisation pratique du webinaire. Donc c'est ce que Véronique vous a dit rapidement tout à l'heure. Merci de garder votre micro fermé, de désactiver votre caméra pour, aider la bande passante à faire que ça passe bien pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions, par chat après vous être identifiés. Du coup, donc c'est bien pour nous, en fait, qu'on puisse avoir, vos noms, prénoms et puis, la commune ou le PCI que vous représentez. Et ensuite donc, dernier élément important, il faut que vous sachiez que ce webinaire, il est enregistré. Donc voilà, c'est important que les participants le sachent et on aura derrière donc des replays, qui seront, disponibles sur la chaîne YouTube de la CRAB. Que notre objectif aujourd'hui est d'informer vous, élus sur les territoires enfin, élus et salariés des collectivités territoriales sur l'enjeu de travailler d'abord ensemble. Et donc aujourd'hui, par notre service économie-emploi, vous donner un peu les différents éléments, toutes les études qu'on mène sur le sujet de l'inflation. Effectivement, donc comment en est-on arrivé là? Comment se porte l'agriculture bretonne aujourd'hui? Donc effectivement, avec la particularité suite aux événements, notamment d'inflation et d'augmentation des charges et malgré tout les revenus qui restent présents. La grande question du moment est un petit peu enfin, les négociations commerciales où effectivement on met la pression sur l'agroalimentaire pour renégocier et nous on considère que voilà, ça peut être impactant pour l'agriculture, d'autant plus que les producteurs, l'embellie a été de courte durée. Donc l'idée, on essaie de temporiser pour que cette inflation soit, enfin en tout cas cette renégociation commerciale soit pas trop impactante pour les agriculteurs. Et donc forcément tout l'enjeu de la souveraineté alimentaire, hein, donc la Bretagne a cet atout de produire, d'abord pour les Bretons, mais produire, il y a 85% de la production bretonne qui reste en France et qui sert effectivement à nourrir la France. On a cette chance d'avoir les gens, d'avoir les agriculteurs pour le faire, le climat pour le faire, même si, et je pense que vous allez peut-être en parler aussi, mais on a été un peu impacté par la sécheresse de 2022, mais on a cette capacité, nous plus, en Bretagne, on est les moins impactés par rapport à ce niveau de sécheresse début 2023 par rapport aux autres régions. Et donc, on continue à affirmer qu'on est capable de continuer cette souveraineté alimentaire et notamment là, pour 2023 où, on a vu les débats en ce moment où la Cour des comptes, nous a un petit peu épinglés par rapport aux gaz à effet de serre et par rapport à cette réduction du cheptel bovin. Nous, en tout cas le service herbivore, de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne a démontré que globalement, on avait la meilleure efficacité en termes de production au niveau gaz à effet de serre et que si demain, nous, on ne produira pas, cette production se fera ailleurs, dans d'autres régions du monde et qui, globalement, n'ont pas l'efficacité qu'on a en Bretagne. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en introduction. Encore excusez-moi pour ce petit retard et je vous souhaite un beau webinaire. Je ne pourrai pas vous rester avec vous toute la durée de ce webinaire puisqu'on est en bureau CRAB et en tout cas, on reste toujours à votre disposition, les collectivités territoriales, pour travailler ensemble sur plein d'autres sujets. Merci. Bon webinaire. Merci beaucoup Laurent. Du coup, c'est bon Véronique, je commence? Donc, j'attaque du coup la première partie, j'espère que vous m'entendez bien. Donc sur, l'inflation, comment est-ce qu'on en est arrivé là?
En fait, dans cette partie, ce qu'on voulait, là où on voulait arriver, voilà, là, pardon, là où on voulait arriver, c'était de vous expliquer, en fait, on reviendrait 2 ans en arrière, on n'imaginait pas du tout, avoir une situation, comme celle qu'on a vécue, notamment sur l'année 2022 et qu'on continue à vivre aujourd'hui en 2023. C'était, inimaginable et donc en fait, on s'est posé la question, bah, déjà, on va essayer de poser le contexte pour, vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vit cette, inflation, bah, du coup, autant au niveau, de l'agriculture, mais au final, au niveau de la société en général. Donc, on a eu un électrochoc, il y a maintenant, quasiment 1 an et demi. Donc c'est la guerre en Ukraine, hein, évidemment, la Russie a attaqué, l'Ukraine, il y a 1 an et demi et en fait, tout de suite, dès, la fin février, début mars 2022, on a les marchés agricoles, les marchés mondiaux qui se sont tout de suite affolés. Donc, je vous le rappelle dans les si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour pas qu'on entende les téléphones qui sonnent. Merci beaucoup. Donc les marchés agricoles se sont tout de suite affolés au printemps 2022 suite à la déclaration donc, de guerre de la Russie à l'Ukraine. Et ça s'explique en fait pour plusieurs raisons. Là, dans le graphique que vous voyez ici, on a le poids des exportations mondiales en 2020, donc avant la guerre, en volume donc de certaines denrées alimentaires. Et vous voyez, donc pour l'Ukraine et pour la Russie, vous voyez que par exemple, sur tout ce qui est tournesol, donc l'huile de tournesol et les tourteaux de tournesol, l'Ukraine et la Russie, ces 2 pays, font plus de 60 des exportations mondiales de volume de ces produits-là. Et c'est pareil, enfin c'est pareil, c'est aussi important sur, bah, par exemple, le maïs, on fait quasiment, 30 et pareil pour le blé. Donc le fait que, du jour au lendemain, il y ait une guerre, sur, ces 2 pays-là avec des impacts évidents sur, la production agricole, sur la logistique pour, exporter, et cetera. Ça a tout de suite, affolé les marchés mondiaux qui ont, évidemment, explosé. Donc ça, c'était sur la question, alimentaire, vous voyez avec le blé, le maïs, le tournesol et cetera. Mais il y a aussi d'autres choses. La Russie, c'était avant 2022, c'était le premier fournisseur de pierres à phosphate de l'Union européenne. C'était le deuxième fournisseur d'ammoniac. Donc là, c'est pareil sur tout ce qu'on a beaucoup entendu parler aussi, au niveau donc, des engrais notamment, du phosphate et cetera. C'était un pays, extrêmement important sur lequel on comptait avant 2022, qu'il a fallu, du coup, arrêter, lors de la guerre. Autre élément et on y a tous, on l'a tous subi, c'est l'énergie. L'énergie, vous voyez qu'avant la guerre, donc là, c'est pareil, c'était en 2020, avant la guerre, l'Union européenne, elle s'approvisionnait à 40 en gaz naturel auprès de la Russie et du jour au lendemain, on a décidé de supprimer ou dans tous les cas de fortement réduire notre approvisionnement russe, en gaz naturel. Donc il y a eu nécessairement un impact, sur les prix et sur la disponibilité de l'énergie, un impact assez immédiat après le déclenchement de la guerre. Donc là, pardon, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure sur, les nitrates, phosphate et potasse, où on voit que là aussi, la Russie qui est en rouge est, extrêmement important et très présent sur ces marchés-là. Donc sur ces 3 éléments, l'alimentation, l'énergie et les fertilisants, on voit que la Russie et l'Ukraine ont des poids extrêmement importants et la déclaration en guerre a fait, flamber les prix. Ça, c'est le premier élément, vraiment cet électrochoc, donc de 2022. Suite à cet élément-là, on a tout de suite vu le retour du protectionnisme. En fait, après la déclaration donc de la guerre, l'entrée en guerre, tout de suite, il y a certains pays qui produisent des données alimentaires et qui exportent ces données alimentaires, en règle générale. Tout de suite, ces pays producteurs ont suspendu leurs exportations pour plusieurs raisons. La première, assurer leur sécurité alimentaire, puisque du coup, l'ensemble des flux mondiaux ont été impactés. Donc, ils se sont dit, bah, nous, ce qu'on produit, on va le garder pour nous. Comme ça nous assure notre sécurité alimentaire. Ça nous permet de contenir la hausse des prix à l'intérieur de notre pays et ça nous permet d'éviter les troubles sociaux, puisque on le sait que la faim, c'est la base de la paix. Les produits qui ont été ciblés par ces suspensions, d'exportation, c'est, le blé, les céréales et les huiles végétales. Donc on l'a vu dans le premier graphique, c'est tous les produits où la Russie et l'Ukraine ont un poids important en termes d'exportation.
Et donc, fin mai 2022, donc maintenant il y a quasiment un an, on avait à l'échelle mondiale 23 pays qui imposaient des restrictions aux exportations. Et ces 23 pays, en fait, ça représentait 17% des exportations mondiales de nourriture et d'alimentation. Donc 17%, ça peut paraître moindre mal par rapport aux 100%, mais en fait, ça a un impact immédiat sur, notamment sur les prix qui, ont, très fortement augmenté. Pour vous schématiser ces restrictions aux exportations, on a ce petit schéma qui, montre le nombre de pays et le nombre de produits qui ont été, concernés par des restrictions à l'exportation. Et vous voyez bien que dès le mois de mars 2022, on a une très forte augmentation et c'est là où on va arriver à 17 pays en mai 2022. Et ensuite, à partir de l'été, ça recommence à diminuer parce qu'on a vu que dans les 6 premiers mois de la guerre, en gros, tout le monde s'est organisé pour, refaire sa logistique et cetera. Et donc derrière, ça a calmé et c'est pour ça, entre autres pour ça, qu'à partir de la fin de l'été, on a les prix qui ont commencé à se détendre. Donc ça, c'est un des éléments qui explique, l'inflation, des prix alimentaires sur les marchés mondiaux. Donc, forcément, on a des impacts, au niveau de la production agricole puisqu'on a des coûts de production qui sont en très forte hausse. Donc je vous le rappelle, on a vu, tout à l'heure 3 notions. Donc on a vu, l'aliment, donc avec les céréales qui participent très fortement aux coûts de production, alimentaire des animaux. Donc c'est pour ça que ça a flambé, extrêmement et on le voit sur la courbe verte, le prix des aliments qui a flambé. Donc là, sur le graphique, c'est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole. On a parlé aussi des engrais, ça va être la courbe violette, où on voit qu'elle a très fortement augmenté aussi. Et on a parlé enfin des énergies et lubrifiants, là c'est la courbe rouge, pareil que le reste, ça a très fortement monté. Donc vous voyez que l'indice IPAMPA, qui est l'indice des prix d'achat de moyens de production agricole, il a augmenté donc de 33% en novembre de l'année dernière par rapport aux années précédentes. Vous allez le voir dans ma première partie, je vais rester sur des chiffres de l'année 2022 pour vous montrer comment on en est arrivé là. Et c'est mon collègue Olivier qui précisera les chiffres d'aujourd'hui pour vous montrer la conjoncture actuelle. Donc voilà, dans tous les cas, l'impact a été direct sur les coûts de production des agriculteurs. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend toujours pas d'où ça vient. On a vu qu'il y avait la guerre en Ukraine, mais en fait, quand on regarde, l'évolution des cours, et donc là, c'est, des cours donc de blé, orge et maïs. Quand on regarde sur une échelle à temps long, on voit qu'en réalité, la hausse, elle est préexistante à la guerre. Donc à février-mars 2022, elle est préexistante et la hausse, elle est significative depuis le second semestre, pardon, 2021. Donc ça existe avant la guerre. Donc la guerre, c'est pas du tout un facteur qui est déclencheur de ce phénomène d'inflation, mais c'est vraiment un élément qui est aggravant. Ça a aggravé la situation. On voit que, il y a 2 éléments à voir dans ce graphique. C'est quand on regarde sur ce qui est récent, le pic, il a été atteint au, printemps-été, donc de l'année dernière, avec notamment, on a dépassé les 400 € tonne pour le blé. Donc des tarifs qu'on avait, quasiment jamais vus. Donc ça, c'est le premier élément. On voit que ce pic a été atteint et que ça a reflué ensuite, derrière. Le deuxième élément, quand on regarde sur le temps long et qu'on regarde les années 2007-2008, ça, c'est la dernière grande crise alimentaire mondiale, on voit que les niveaux sont largement supérieurs à ce qu'on a connu, à la crise de 2007-2008. Donc voilà, maintenant on sait que ça existe depuis avant la guerre, donc on va essayer de revenir encore un peu plus en arrière. Et quand on revient encore un peu plus en arrière, on arrive évidemment à l'effet Covid. Donc ici, vous avez le taux de croissance du PIB mondial. Et donc, on voit que sur l'année 2020, donc on était à moins 3%, et l'année 2021, plus 6,1%. En fait, suite au creux du Covid, qui s'explique voilà, par le confinement de toute la population, etc., on a eu une relance économique qui a été plus forte et plus rapide que prévu. Et cette relance économique, elle a entraîné des fortes demandes, autant sur les matières premières agricoles que sur les matières premières énergétiques. Et donc, cette forte demande a entraîné une hausse des prix. C'est la loi de l'offre et la demande. En fait, plus il y a de demandes, plus les prix augmentent. Donc, clairement, c'est le Covid qui est le déclencheur de tout ça. Enfin, le post-Covid et la relance économique qui a suivi. Cette reprise économique,
Donc ici, on voit l'indice de production industrielle donc à l'échelle française. Donc on voit le creux du premier confinement, notamment du printemps 2020. Et on voit ensuite donc, que ça a remonté. Pour l'ensemble de l'industrie, donc la courbe en verte, on voit que l'industrie française, elle a rebondi. Pour autant, elle n'a pas retrouvé son niveau encore d'avant Covid. Et ça s'explique notamment parce que certains secteurs sont toujours très impactés, et notamment l'automobile a été encore impacté sur les années 2021-2022. En revanche, on voit que l'industrie agroalimentaire, déjà le creux a été moindre que pour l'ensemble de l'industrie. Et on a retrouvé des niveaux corrects. En fait, l'industrie agroalimentaire contribue vraiment à la bonne tenue du secteur industriel français. Donc ça, c'est à l'échelle française. Quand on fait un focus à l'échelle Bretagne, on voit aussi qu'on a un vrai dynamisme et que le chiffre d'affaires des industries agroalimentaires en 2021 a augmenté de quasiment 6%. Donc ce qui montre bien cette reprise économique et cette relance économique importante. Donc ça, c'est évidemment une des grosses explications, c'est le Covid. Pour autant, on a d'autres facteurs à l'œuvre sur les marchés. Il n'y a pas que le Covid qui agit là-dessus. Et donc, je vais vous en lister quelques-uns. On a un facteur qui sont les aléas climatiques. Laurent Carlier en a parlé en introduction, notamment par rapport à la sécheresse sur l'année 2022, où on a vu un impact direct sur notre production agricole avec des fortes baisses de rendement. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, en fait, ce graphique montre la baisse de la croissance de la productivité à l'échelle mondiale depuis 1961. Et on observe qu'à l'échelle mondiale, on a perdu 21% de croissance de productivité. Malgré tous les progrès techniques qu'on a pu faire, vraiment, les aléas climatiques sont impactants pour la production agricole. Ce qui est intéressant aussi à voir dans cette carte-là, d'une part, c'est que la bande tropicale, elle est la plus touchée. Donc clairement, vous le voyez, notamment au niveau du Sud-Amérique et de l'Afrique, on voit que c'est là où c'est le plus foncé. Donc c'est cette zone-là qui va être la plus impactée et qui continuera à l'être. Autre élément important et rassurant, c'est que la France et notamment la Bretagne, on se situe dans des endroits à moindre impact. En revanche, on peut aussi observer que le réchauffement climatique va engager de nouvelles terres qui vont pouvoir être cultivées, notamment dans la Russie et au Canada, qui aujourd'hui n'étaient pas cultivables à cause du froid et qui, avec le réchauffement climatique, vont devenir cultivables. Et donc, ça va accroître encore le poids de ces pays-là dans la souveraineté alimentaire mondiale. Donc, on a les aléas climatiques, on a aussi évidemment les crises sanitaires animales. Donc là, vous le voyez sur la gauche, je vous ai parlé de la fièvre porcine africaine. Donc la FPA, en fait, en Chine, elle a été en 2018-2019, elle a sévi là-bas et il y a eu une perte de cheptel de quasiment 50%. Donc en termes de baisse de volume de production, ça a été impactant et ça impacte forcément l'alimentation derrière des humains. Et l'autre sujet qui nous touche beaucoup plus chez nous en France, c'est la volaille. Donc c'est le graphique sur la droite où on voit donc l'influenza aviaire hautement pathogène qui est devenue maintenant presque systématique chaque année, j'ai envie de dire. Et là, on voit les baisses d'abattage sur l'année 2022, qui a été une année donc, où il y a eu des cas autant au printemps qu'à l'automne. Et donc, on voit clairement une chute d'abattage, ce qui entraîne une très forte baisse de production. Et donc, quand il y a une baisse de volume, là, c'est pareil, la loi de l'offre et la demande, moins il y a d'offres, plus le prix va augmenter. Et donc, les crises alimentaires, ça va entraîner des baisses de volume, mais on a aussi d'autres choses. L'augmentation des charges, la chaleur ou la sécheresse, tout ça, ça va entraîner soit on va le subir, donc sur la chaleur et la sécheresse, on va le subir, et par exemple, des poules et qui ont trop chaud parce qu'il fait trop chaud, elles vont pondre moins d'œufs, par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais c'est valable pour tous les animaux. Les vaches, c'est pareil, s'il fait trop chaud, elles produisent moins. Et on a aussi l'augmentation des charges qui fait que les agriculteurs vont faire des choix dans leur production et vont décider de mettre moins d'intrants parce que ça leur coûte trop cher par rapport au volume produit. Donc, c'est ce que je vous disais, tout ça, ça amène à une baisse de volume de production, et comme ce qui est rare est cher, ça augmente le prix. Et ensuite, dernier élément que je voulais mettre en avant qui joue aussi sur les marchés, c'est la Chine.
Et la Chine, en fait, c'est un pays, l'un des plus grands pays, donc c'est 18% de la population mondiale. Elle représente que 8,6% des terres arables. Et c'est pour ça que pour la Chine, c'est un enjeu vital de sécuriser l'alimentation. Et donc, ils ont une vraie stratégie autour de la sécurisation de leur alimentation, que ce soit l'alimentation des hommes ou l'alimentation des animaux. Donc là-dessus, avec 18% de la population, mais que 8,6% des terres arables, et en plus des terres qui ne sont pas très productives, il y a vraiment un enjeu important pour eux. En 2012, la Chine, elle est devenue le premier importateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, et depuis, elle ne fait qu'augmenter très, très fortement. En fait, la production intérieure n'arrive pas à suivre, et donc c'est pour ça que les importations sont fortement présentes. Je vous ai remis ici le lien de la fièvre porcine africaine, où en fait, donc le cheptel a diminué de moitié en 2018, et ensuite ils ont voulu reconstituer leur cheptel porcin, justement pour assurer la sécurité alimentaire de leur pays et moins dépendre des importations. Et donc, pour reconstituer ce cheptel, forcément, il a fallu importer davantage de maïs. Et donc, sur l'année 2021, ils ont importé 2,5% de la production mondiale. Et ce chiffre-là, 2,5%, peut paraître faible, mais en vrai, à l'échelle du monde et sur les marchés mondiaux, ça a un impact direct. Et les prix mondiaux ont augmenté dès que la Chine s'est mise aux achats de maïs pour reconstituer son cheptel porcin. Donc, vous le voyez, il y a plein d'éléments qui sont concomitants qui expliquent la forte augmentation des prix. Le dernier élément sur la Chine, c'est que la Chine a des gros stocks de céréales, et notamment de maïs. Et en fait, elle gèle ces stocks, elle préfère utiliser des importations pour répondre à la forte demande, comme là, la demande pour la reconstitution du cheptel. Elle préfère importer pour préserver ses stocks, et ces stocks qui pourront être utilisés en cas d'autres problèmes, puisque vraiment sa stratégie, c'est la sécurité alimentaire. Donc il ne faut pas puiser dans les stocks pour pouvoir les garder au cas où il se passe quelque chose. À l'échelle des stocks, juste pour vous montrer, les stocks de grains qui sont estimés dans le monde sur la saison 2022-2023, vous voyez qu'en termes de grains, on a 596 millions de tonnes qui sont actuellement stockées à l'échelle du monde, et sur les 596 millions, il y en a 323 millions qui sont stockés à l'échelle de la Chine. Donc voilà, vous voyez l'importance de ces stocks, et la Chine n'utilise pas ces stocks, elle préfère importer de la matière première alimentaire pour gérer les aléas. Donc tous ces éléments mis bout à bout, tout ça en fait concourt à une inflation forte, concourt à la hausse des prix. L'inflation, donc, elle a été au global de plus 6% sur l'année 2022, dont 13,2% pour les produits alimentaires. Voilà sur ma première partie pour vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc vous voyez que déjà la guerre en Ukraine, c'est un élément qui est aggravant mais pas déclencheur, que clairement le déclencheur c'est le Covid, mais qu'au final il y a plein d'autres facteurs qui expliquent cette forte hausse des prix que l'on subit depuis l'année dernière et qui continue en 2023. Maintenant on va Merci. prendre quelques Merci. questions. Ouais, merci Delphine. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a une question dans le chat, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions, hein. Une question autour de la productivité agricole. Donc, tu disais qu'il y avait une baisse de la productivité agricole. Donc, tu as évoqué notamment les aléas climatiques, les baisses d'intrants aussi qui pouvaient avoir des impacts. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et là, ce qui est évoqué dans la question, notamment l'appauvrissement des sols. Donc, alors, sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure, c'était une baisse de la croissance. Donc, c'est juste que la croissance, elle est moins dynamique. C'est pas qu'on diminue à l'échelle mondiale en termes de productivité, c'est qu'on diminue moins, on augmente moins que s'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'appauvrissement des sols, je ne pourrais pas répondre sur cette question-là. Je sais que dans l'étude où les chercheurs là, qui ont fait cette carte-là, ils ont pris tout ça en compte. Ça, je le sais. Après, sur nous, à l'échelle de nous, de la France et de la Bretagne, je ne pense pas qu'on soit dans un appauvrissement des sols à l'heure d'aujourd'hui.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement à l'oral, hein? On n'est pas si nombreux que ça, donc ça peut permettre de prendre aussi des questions à l'oral. Alors de façon un peu autoritaire, j'ai coupé des micros tout à l'heure, mais vous pouvez normalement les réouvrir. Non? Bon, bah, on va continuer à ce moment-là et puis s'il y a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau, vous n'hésitez pas. Avec, donc, Olivier Carvin, plus sur un zoom plus particulier sur l'agriculture bretonne. Je ne pense pas que je me sois présenté très rapidement. Donc, je suis Olivier Carvin, chargé de mission économie comme Delphine à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, pour ma part, je suis basé à Rennes et je suis référent pour la filière laitière. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne concerne pas que la filière laitière, mais l'ensemble de l'agriculture bretonne. Donc, on va faire un focus vraiment sur la conjoncture, disons plus immédiate depuis le début de l'année. Quels sont les grands événements, les grands bouleversements qui traversent l'agriculture bretonne aujourd'hui? Et donc le premier élément le plus remarquable, qui s'est opéré, dès l'année 2022 et qui se poursuit, depuis le début de l'année 2023, c'est la diminution des volumes de production dans la plupart des principales productions agricoles bretonnes. Donc ici, sur le graphique, vous voyez pour la production laitière, mais toutes les productions, sont concernées. Donc je vais vous donner quelques éléments ici. Lorsqu'on compare le premier trimestre 2023 en volume, avec le premier trimestre 2022, la collecte laitière diminue de presque 2 les sorties de boucherie, le gros bovin de 2,4 la production porcine, les abattages diminuent de 5 en volume, 4 pour les volailles de chair et moins 9 pour les choux-fleurs. Donc on voit vraiment que toutes les principales productions historiques bretonnes aujourd'hui sont concernées par cette diminution des volumes. Et alors il n'y a que la filière, la production en œufs, qui aujourd'hui est en croissance sur le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Pour les autres productions, c'est une diminution de volume et c'est même diminution pour certaines d'entre elles qui s'aggravent par rapport à ce qu'on a pu observer déjà depuis l'année 2022. Alors, à cette diminution des volumes, il y a des causes conjoncturelles. Donc, on peut citer notamment la grippe aviaire, qui, bien que la Bretagne soit relativement peu touchée, je dis bien relativement, par l'épidémie par rapport à d'autres régions de France, elle a été malgré tout touchée de manière indirecte, puisque les Pays de la Loire, qui est, elle, pour le coup, une région qui a été fortement touchée lors de la campagne 2022-2023, et notamment un important fournisseur de canetons à la Bretagne. Et du coup, bah, ce manque de disponibilité en canetons a fortement touché les abattages bretons de canards. Donc on le voit ici, qui diminue de 30 au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Dans d'autres éléments conjoncturels, on peut citer aussi la météo, les conditions climatiques. Alors l'année dernière, il y avait la sécheresse, évidemment, qui a touché de nombreuses productions et notamment les productions légumières. Depuis le début de l'année, même si on parle moins de la sécheresse depuis le début de l'année en Bretagne, il y a malgré tout certaines conditions. Donc, par exemple, la production de tomates, qui elle a été impactée par un manque de lumière naturelle et en résulte du coup une diminution de la production de tomates. Donc, entre février et mars 2023, la production a diminué de 16 par rapport à février et mars 2022 sur la production de tomates. Alors, ce sont des causes dites conjoncturelles. En réalité, on le sait, hein, les événements climatiques conséquents et aussi les épidémies, les épizooties sont amenés avec les conditions à être de plus en plus récurrents et de plus en plus intenses dans les années à venir. Donc, on parle de causes conjoncturelles ici. On pourrait presque parler en réalité de causes structurelles aussi liées au contexte environnemental. Et, mais à côté de ces causes dites conjoncturelles, il y a aussi des causes structurelles vraiment pour le coup. En premier lieu, on peut citer la décapitalisation du cheptel bovin. Le cheptel bovin est en diminution depuis maintenant plusieurs années. On le voit ici sur les graphiques, donc la courbe à gauche pour le cheptel vache laitière en Bretagne et à droite le cheptel de vache allaitante en Bretagne qui, on le voit, depuis 2021 est en diminution
quasiment de manière constante. Donc là, on a vraiment une tendance sur le long terme avec donc fin avril 2023, on comptait moins 20 545 vaches laitières par rapport à fin avril 2022 et moins 4 232 vaches allaitantes par rapport à fin avril 2022. On sait aussi que c'est donc une tendance, comme je disais, de long terme et qui ne va pas s'arrêter demain. C'est une tendance vraiment qui va s'inscrire sur le long terme à l'avenir, puisque, par exemple, le recul du nombre de génisses et de naissances de veaux est encore plus fort. On compte moins 5,2% pour les génisses en fin avril 2023 par rapport à fin avril 2022. Et sur la même période, moins 7,8% pour les veaux de vaches allaitantes et moins 3,9% pour les veaux de vaches laitières. Donc, c'est des diminutions encore plus conséquentes et qui vont forcément se répercuter sur le cheptel de vaches laitières et de vaches allaitantes à l'avenir. D'autres filières sont touchées aussi par ces causes structurelles de diminution de la production. Alors, par exemple, sur la filière volaille de chair, toutes les productions ne sont pas touchées. En particulier, le poulet, pour le coup, est une production qui résiste à cette tendance-là et qui est même plutôt en croissance sur la dernière année. En revanche, sur les autres productions de volailles de chair, on observe aussi cette diminution sur le long terme du cheptel. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des canards. On peut parler aussi des dindes, puisque la dinde, qui était la deuxième production historique de la filière, qui est toujours la deuxième production historique de la filière volaille de chair en Bretagne, et on le voit ici en orange, est en constante diminution de 130 000 abattages bretons en 2018 à 103 000 en 2022. Pour information, en 2000, on était à 345 000 tonnes de volailles qui étaient abattues sur l'année. Une autre filière aussi qui est concernée par cette baisse structurelle des volumes au sein de la filière légumes frais de plein champ. Donc, toutes les productions, là aussi, ne sont pas touchées par cette diminution de volume. Mais cependant, on peut en voir certaines qui sont réellement touchées. Donc là, on regarde à droite l'évolution des surfaces en chou-fleur et en artichaut en Bretagne annuellement. Et on observe vraiment cette diminution. Alors en artichaut, sur le plus long terme, depuis 2017, on observe vraiment annuellement une diminution des surfaces en artichaut année après année. Et même chose pour le chou-fleur. Depuis plus récemment, depuis 2019, on observe vraiment cette tendance de diminution des surfaces en chou-fleur. Et pourtant, ça peut surprendre un petit peu que l'on parle de cette diminution de la production, en particulier sur la filière artichaut, puisque aujourd'hui, depuis peu, là, on parle beaucoup d'une situation de surproduction de la filière, ce qui est une preuve en réalité de la fragilité de la filière, puisque en fait, cette surproduction est liée au fait que la filière artichaut a perdu un débouché important en 2022 avec la fermeture de l'usine d'Aussy de surgélation qui permettait d'absorber entre 4 000 et 5 000 tonnes d'artichauts par an. Donc on voit bien que cette fermeture de l'usine fragilise d'autant plus la filière qui est déjà sur une pente décroissante. Et avec cette situation aujourd'hui, malgré cette pente décroissante de surproduction, eh bien cela risque d'accentuer encore plus cette pente décroissante, cette tendance de diminution de la production pour les années à venir. Et enfin, une autre cause structurelle aussi dont on peut parler ici, c'est qui concerne ici pour le coup toutes les productions, c'est la main-d'œuvre qui est limitante. La filière agricole et agroalimentaire aussi fait aujourd'hui face à un manque de main-d'œuvre, à une difficulté ici, comme on le voit sur le graphique, une difficulté de recrutement de la main-d'œuvre. Donc, la courbe en rouge ici montre la part des recrutements jugés difficiles par les employeurs ou futurs employeurs lorsqu'ils ont un projet de recrutement. On voit que cette part a fortement augmenté. Elle est passée de 26% en 2015 à 67% en 2023, donc quasiment triplé en l'espace de quelques années seulement, situation qui peut s'expliquer notamment par la situation aujourd'hui de plein emploi, ou quasi plein emploi, on va dire plutôt quasi plein emploi en Bretagne, et en particulier sur certains bassins qui concernent aussi les bassins de production, notamment par exemple en lait.
et qui s'explique aussi par un manque d'attractivité aujourd'hui de l'emploi, que ce soit au milieu agricole ou au milieu agroalimentaire. Donc, ça, c'était pour la première grande tendance, la diminution des volumes. On a essayé d'expliquer pourquoi. À côté de ça, une autre grande tendance depuis le début de l'année, ce sont des prix qui sont toujours élevés, même si on peut observer un recul sur certaines productions. Donc là, on voit à gauche hein, le prix du lait qui, en rose, a tendance à diminuer depuis le début de l'année. Donc, on l'a vu, hein, Delphine l'a très longuement expliqué pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette hausse de prix importante donc, au niveau de la consommation et qui s'est répercutée aussi sur les prix à la production. Malgré tout, hein, donc on a toujours du coup des prix élevés. Donc, en avril 2023, on se situe à 469 € les 1000 litres, ce qui reste 8% supérieur à ce qu'on observait en avril 2022. Malgré un recul de 6,5% depuis le début de l'année. Donc, c'est lié en particulier, hein, cette situation-là depuis le début de l'année est liée aussi par le fait qu'on a une production qui est donc toujours à tonnes. Une reprise donc, des importations chinoises depuis le début de l'année. Et donc, on devrait malgré tout se situer pour les mois à venir autour de 450 € les 1000 litres pour la production laitière. On observe la même chose du côté du prix du porc. Donc, ici, je vous montre le graphique avec l'évolution de la cotation de porc donc, jusqu'à la mi-mai. Avec, on voit hein, ici un recul qui s'était observé courant avril du prix du porc. Malgré tout, on reste là aussi sur des prix extrêmement conséquents, liés encore une fois à la conjoncture sur les marchés mondiaux agricoles, avec toujours une production qui reste faible au niveau européen et au contraire une demande qui, elle, reste extrêmement forte. Et pour les mois à venir, donc là, c'est déjà reparti à la hausse, hein, notamment sur le prix du porc. On est déjà reparti à la hausse depuis la mi-mai. Et on sait déjà que, a priori, sur les prochaines semaines, on devrait rester sur des niveaux assez conséquents de ce prix-là. On observe la même chose aussi, par exemple, en viande bovine, avec une cotation de la vache qui est passée à 4,82 € kilo équivalent carcasse, à 4,61 en mi-mai, donc de 4,82 pardon, en début d'année à 4,61 mi-mai, ce qui reste largement supérieur à la moyenne qui était autour de 2 à 3 € kilo équivalent carcasse qu'on observait pendant toute la décennie 2010. Pour poursuivre toujours sur la situation au niveau des prix, donc côté légumes, on peut noter aussi le prix élevé, par exemple du chou-fleur, qui est presque multiplié par 2 par rapport à l'année dernière. Là aussi, malgré un léger recul qui est observé depuis février. Et pour les œufs, par contre, la hausse, elle se poursuit depuis le début de l'année, avec une demande qui est particulièrement dynamique, puisque l'œuf est la protéine animale la moins chère. Et en ces temps d'inflation généralisée, c'est une production qui est particulièrement demandée par les consommateurs. Donc, la cotation de l'œuf brun code 3 est passée à 15,2 € les 100 œufs au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 60% par rapport au premier trimestre 2022. Alors, on observe malgré tout un ralentissement de l'augmentation des cotations pour le deuxième trimestre, avec par exemple les œufs destinés à l'industrie, qui, eux, la cotation a augmenté de 90% en un an, mais la cotation est en recul au deuxième trimestre, mais reste là supérieure à 25% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022. Voilà, donc on reste malgré tout sur des niveaux, encore une fois, très importants. Donc ça, c'était le deuxième élément vraiment important de conjoncture pour le début de l'année 2023, encore une fois dans la continuité de ce qu'on observait en 2022 déjà. Un troisième élément, hein, donc c'est ce prix, cette hausse des prix qui a permis de compenser la hausse des charges qui s'est opérée dès la fin de l'année 2021,
Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution du coût des principaux postes de charge, toutes productions confondues. Donc évidemment, après, lorsqu'on regarde en détail par filière, on va avoir des évolutions qui sont assez différentes d'une filière à une autre, hein, notamment les filières granivores avaient été plus touchées, en particulier au niveau de l'alimentation animale, puisque on avait vu, hein, avec Delphine, le prix des céréales avait fortement explosé dès le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais lorsqu'on regarde vraiment en moyenne toute production confondue, on observe que les charges sont toujours aujourd'hui à un niveau très élevé lorsqu'on compare à la situation avant la fin de l'année 2021. Et malgré un léger recul de l'indice général, là aussi, depuis la fin de l'année 2022, et en particulier, on le voit ici, la courbe en vert, en particulier sur les engrais et amendements, qui pour le coup, les prix ont fortement chuté depuis la fin de l'année 2022. Les autres charges, elles, restent relativement élevées et diminuent à peine, hein. Lorsqu'on regarde les courbes, on a vraiment un très, très léger fléchissement de ces courbes. Et aussi, autre point, ce que cet indice ne prend pas en compte, c'est l'évolution du coût du travail, qui donc là, ici, n'est pas évalué. On peut malgré tout estimer que ce coût du travail est aussi en hausse depuis le début de l'année 2022 et en particulier depuis le début de l'année 2023. Puisque il y a donc la situation d'inflation qui forcément va faire augmenter le coût du travail afin que les filières puissent rester attractives, en particulier dans un contexte où justement les filières agricoles ont de fortes difficultés de recrutement de main-d'œuvre. Donc si elles veulent pouvoir recruter, eh bien forcément le coût du travail doit pouvoir augmenter afin de satisfaire à cette demande de travail. Alors une autre grande tendance, je ne vais pas revenir sur l'historique de l'inflation encore une fois, puisque Delphine a très bien résumé les causes et la situation actuelle. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde en avril 2023, donc là, lorsqu'on regarde l'évolution de l'inflation sur 2 ans, et en particulier sur les PGCFLS, donc c'est les produits grande consommation et frais libre-service. Ici, on observe donc un accroissement de plus 19,1% des prix en 2 ans, ce qui est particulièrement important. Et donc avec une inflation qui, encore une fois, Delphine l'a dit, est particulièrement importante pour les produits alimentaires. L'alimentation contribue à hauteur de 40% de l'inflation générale et elle est, pour l'alimentation, presque 3 fois supérieure à l'indice d'inflation générale aujourd'hui. Avec donc une inflation en mai pour l'alimentation, une inflation annuelle qui est de 14,3%, alors que l'indice d'inflation générale annuel, lui, est de 5,1%. Donc cette inflation a eu 2 effets principaux sur la consommation des ménages. Une baisse de consommation en volume, avec moins 4,8% en volume sur le premier trimestre 2023 sur les produits grande consommation et frais libre-service. Et en plus de cela, on a une descente en gamme généralisée que l'on va retrouver en particulier sur les produits en bio. Ici, on a à droite l'évolution des volumes et du chiffre d'affaires en bio depuis mai 2022. Donc autant le chiffre d'affaires, lui, est stabilisé en avril 2023 avec donc une hausse de 0%, mais qui s'explique en réalité par l'inflation. Autant lorsqu'on regarde sur les volumes vendus, on est encore en avril 2023 à une diminution de 12,2% par rapport à avril 2022. Donc vraiment une diminution très importante des ventes en bio. Et on le voit, hein, la courbe en vert ici ne retourne pas à la hausse. On est plutôt vraiment au mieux à une stabilisation de cette diminution des ventes, au pire, voire encore une aggravation du phénomène depuis le début de l'année 2023. Donc après, à voir si cette situation va perdurer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, avec cette inflation qui, on le sait, est amenée à se calmer. Elle commence déjà à diminuer en réalité depuis 2 mois. Si la tendance se poursuit, peut-être qu'effectivement, cela va permettre au bio à retrouver un équilibre au niveau des ventes d'ici quelques mois. Alors, la réduction de l'offre qui est associée à un accroissement des prix auquel l'Europe est particulièrement touchée,
cette inflation, hein, on le vit très fortement en Europe, on le vit beaucoup moins ailleurs dans le monde parce que l'Europe a été particulièrement touchée par le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque l'Europe était particulièrement dépendante du gaz russe. Et donc cela a forcément impliqué un accroissement des charges beaucoup plus important sur le continent européen et en particulier en France et en particulier en Bretagne. Et donc forcément, cela va impliquer une baisse conséquente des exportations puisque l'Europe, à la fois, produit moins et en plus, elle est moins compétitive par rapport à d'autres productions du monde, donc elle exporte moins en volume. Et cela, donc on retrouve que ça soit, en France ou en Bretagne. Donc ici, on a les chiffres pour la région, sur le premier trimestre 2023 où on observe bien une diminution des volumes exportés, quel que soit, le type de production. Pour les viandes de boucherie, pour les produits laitiers, les viandes de volaille ou les légumes, on observe cette diminution des exportations, que ce soit pour le continent européen ou, pour les exportations hors Union européenne. Et inversement, en revanche, les importations, elles, vont augmenter, afin de pallier au manque d'offres sur le marché intérieur et donc le solde commercial se dégrade. C'est particulièrement le cas, en viande de volaille et en œufs. La Bretagne est particulièrement, demandeuse à ce niveau-là pour ces productions-là. Et c'est la conséquence pour ces 2 filières, c'est la conséquence directe aussi de la suppression des droits de douane pour les importations en provenance de l'Ukraine qui, c'est une mesure qui a été mise en place en soutien à ce pays, suite, au déclenchement de la guerre et c'est un pays qui est grand producteur, de volaille de chair en particulier et donc cette suppression des droits de douane lui permet de vendre sa production à des coûts bien moindres, aux coûts bretons et donc forcément cela fait augmenter les importations. Donc on a des exportations qui diminuent pour l'ensemble des filières, des importations qui vont augmenter en particulier sur certaines filières et donc forcément un solde commercial qui se dégrade fortement depuis le début de l'année en particulier. Et un dernier élément, enfin, de tendance générale, on a des industries agroalimentaires qui sont en difficulté. Difficulté qui est liée au fait que pendant tout au long de l'année 2022, les industries agroalimentaires ont dû prendre en compte l'augmentation des coûts de production agricole, mais n'ont pas pu répercuter en revanche l'augmentation des coûts liés à la transformation et à l'industrie en elle-même sur ses clients, donc sur les distributeurs. Les négociations commerciales ne permettaient pas de réaliser cela. Début 2023, les négociations commerciales avec la loi Egalim 2+, a permis d'intégrer la hausse des coûts liés à la transformation sur les prix de vente à la distribution. Donc la situation va pouvoir s'améliorer un peu pour les industries agroalimentaires. Cependant, ce que l'on a observé en 2022 et qui s'est poursuivi sur le début de l'année 2023, c'est une baisse d'activité liée à cette hausse des charges qui n'a pas pu être répercutée. Alors bien, donc on a un décrochage, par exemple en mars, on observe une diminution de 0,6% de l'activité par rapport du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière et en avril, moins 0,4% par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on observe aussi ici, hein, sur le graphique de droite, ici, donc on a l'évolution de la production et du chiffre d'affaires et donc ce qu'on observe ici, donc pour les industries agroalimentaires, au niveau du chiffre d'affaires, effectivement, on observe une hausse, mais qui est liée encore une fois à l'inflation. En revanche, lorsqu'on regarde au niveau de la production, en bleu par rapport au premier trimestre 2022, donc par rapport à l'année dernière, et en gris par rapport au trimestre précédent, donc fin 2022, on observe encore une fois cette diminution de la production des industries agroalimentaires françaises. Voilà pour l'ensemble des éléments de conjoncture. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Delphine a répondu à certaines, donc on ne va pas revenir sur celles-là. Peut-être reprendre sur, tu as indiqué en fait la diminution des volumes
de production en légumes frais. Qu'est-ce qui l'explique en fait? Qu'est-ce qui explique cette diminution? Voilà. Et puis, tu as fait le lien aussi entre, la crise, par rapport à la production d'artichauts et puis la fermeture de l'usine d'Aussy. Voilà, quel est le lien? J'imagine moins de transformation en proximité, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions, à repréciser. Voilà, effectivement, donc pour la baisse de production en légumes frais, donc j'ai donné, plusieurs causes. Donc selon le type de produit, on va avoir des causes qui sont différentes en fait. Mais donc là, je donnais par exemple le cas des tomates qui, elles, ont été impactées par les conditions, météorologiques. Donc en fait, un ensoleillement qui n'était pas suffisant, au début printemps qui n'a pas permis du coup d'avoir une production, à la hauteur, en tout cas de ce que l'on avait l'année dernière, pour les tomates. Et ensuite pour d'autres types de production, on va avoir à la fois des causes climatiques. Donc l'année dernière, c'est pas le cas pour l'instant depuis le début de l'année, mais l'année dernière, par exemple, on a eu les conditions de sécheresse qui ont impacté fortement, la quasi-totalité des productions en légumes frais en Bretagne, que ça soit au niveau, comment dire? Des volumes et aussi au niveau des rendements. Hem et en plus de cela, pour certaines productions, donc là, donc je l'indiquais pour les choux-fleurs et pour les artichauts, en plus de cela, on a vraiment eu tendance depuis quelques années à une diminution des surfaces qui forcément va jouer sur la production, derrière. Et donc pour revenir plus, particulièrement sur la question des artichauts, donc ce que je disais effectivement, hein, c'est la fermeture de cette usine permettait, d'avoir un débouché important au niveau local pour la production d'artichauts. Et donc cette fermeture-là, fait que, la filière se retrouve en surproduction puisqu'elle n'a plus, la capacité, d'avoir, ce débouché-là qui permettait d'écouler, notamment les artichauts qui étaient, en particulier mal calibrés, qui ne correspondaient pas au calibre attendu par les grandes surfaces. Et les marchés en local ne permettent pas non plus, d'écouler du coup cette production. Et je le disais, du coup, ça fragilise encore plus cette, production qui est déjà sur une diminution, depuis quelques années, puisque, bah, maintenant qu'il y a plus ce débouché-là qui permettait d'écouler les surplus en artichauts, ben, forcément cela va inciter, les producteurs en légumes frais à réduire encore plus les surfaces en artichauts dans les années à venir. OK, et il y avait également, une autre question. Excuse-moi, je suis perdue, non? Sur, comment la partie, enfin la tendance en fait, de volume fruits et légumes, en lien avec l'achat de la restauration collective. Est-ce que ça évolue? Enfin, est-ce qu'on a des éléments sur ce point-là? Alors non, je n'ai pas d'éléments sur ce point-là. C'est assez compliqué, en fait, d'avoir des données, de manière générale sur tout ce qui est fruits et légumes. C'est assez difficile d'avoir des données parce que, c'est une filière heu, qui, heu, qui globalement, marche beaucoup par les circuits courts et il est difficile d'avoir des données sur les circuits courts et il est difficile, en plus de ça, d'avoir des données aussi, sur la restauration collective. Donc, tout ça pris ensemble fait qu'effectivement on n'a pas d'éléments là-dessus, Est-ce qu'on malheureusement. est-ce que c'est plus lisible sur la partie, viande? Sur la partie viande, bah, pour la restauration collective? Oui, Ah, pareil, je n'ai pas de données, mais a priori, alors l'inflation est aussi, pris en compte au niveau de la restauration collective. Alors je sais que, c'est pas à la même hauteur que l'inflation observée, dans les grandes surfaces. Évidemment, évidemment, disons que les négociations, il est plus difficile de faire répercuter les prix, auprès de la restauration collective qu'auprès, des grandes surfaces. Mais malgré tout, il y a eu aussi un accroissement, des prix, au niveau de la restauration collective inférieur, encore une fois, à ce qu'on observe en grande surface. Après, un chiffre exact, je ne l'ai pas non plus. d'accord, OK. Merci Olivier. Il y a une dernière question sur les causes de la fermeture de Dossy. Je ne sais pas si tu as des éléments?
Alors non, malheureusement, je n'ai pas d'éléments. C'est certainement de toute façon des causes économiques. On a, de manière générale, ce qu'on peut dire, alors c'est pas peut-être pas le cas particulier de Dossi, mais de manière générale, lorsqu'on observe une production qui commence à diminuer sur une région, cela complique l'activité des industries qui sont sur place et ça forcément va les inciter à fermer l'usine puisqu'elle n'est plus entre guillemets rentable puisqu'elle n'a pas assez de production qui permet de répondre à l'activité de l'usine. Donc l'usine va fermer, ce qui va entraîner encore plus de réduction de la production et ainsi de suite. Donc on a probablement ce cercle vicieux qui s'est mis en place pour la production en artichaut. Maintenant, je n'ai pas plus de détails concernant les explications qui ont été données quant à la fermeture de cette usine précisément. Merci Olivier. On va passer à la troisième partie avec donc Delphine qui va reprendre la main sur donc la contribution de la Bretagne à la souveraineté alimentaire. Hop. Parfait. Alors, j'ai vu que certains ne voyaient pas très bien sur ma première présentation. Est-ce que c'est mieux là? Vous voyez tout bien en plein écran? Véronique, c'est bon de ton Bah, côté? écoute, moi, je voyais tout bien en plein écran dès le départ. Donc, alors, il y a une D'accord. personne, effectivement, qui n'arrivait pas à voir. Donc, maintenant, je ne sais pas si les autres, c'était compliqué pour les Ah, autres. Mais du coup, je me voilà. permets de dire pour les autres, puisque moi, je ne voyais pas en plein écran non plus tout à l'heure, et maintenant, je vois en plein écran. Ok. Bon, D'accord. bah, et mystère de l'informatique. Donc du coup, moi, j'enchaîne et je finis du coup sur la dernière partie pour expliquer que la Bretagne, aujourd'hui, elle contribue à la souveraineté alimentaire. On a vraiment du coup tous les éléments, on a beaucoup d'atouts pour participer à cette souveraineté alimentaire-là. Donc, alors, pourquoi ça ne marche pas? Hop. Première chose, on va passer très rapidement, mais une carte d'identité de la Bretagne agricole pour vous montrer un petit peu aujourd'hui l'agriculture en Bretagne, qu'est-ce que c'est. Donc sur le dernier recensement agricole qui a été fait, donc sur l'année 2021, on avait plus de 26 000 exploitations agricoles en Bretagne. Donc c'est une baisse de 23% par rapport au dernier recensement d'avant, donc en 2010. Donc en 10 ans, on a perdu presque un quart de nos exploitations agricoles en Bretagne. Vous voyez, la baisse, elle est assez homogène, on va dire, dans les quatre départements. Les résultats de ce recensement agricole montrent que la Bretagne, elle reste une terre d'élevage. Clairement, la majorité des élevages, enfin des exploitations font du lait très principalement, mais on voit clairement que le végétal, que ce soit les grandes cultures ou le légume, progresse. La taille moyenne aujourd'hui d'une exploitation agricole, c'est 62 hectares en Bretagne. Euh, on a 39% des chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans. Donc, Olivier en a parlé tout à l'heure du problème de renouvellement des générations. Donc, on a vraiment cette question-là, donc autant pour les salariés que pour les chefs d'exploitation, puisqu'on a 39% qui vont bientôt partir à la retraite. Et on voit que le salariat progresse. Donc, on a moins d'exploitations, des exploitations qui sont plus grandes, donc forcément avec un recours aux salariés important. Donc, on voit que vraiment le salariat progresse aujourd'hui. Alors, ensuite, on est une région agricole à haute intensité humaine. Clairement, l'agriculture sur notre région, c'est la base de l'économie. Et on le voit ici, ça c'est la carte qui montre la part des emplois agricoles dans les emplois totaux. Plus c'est foncé, plus du coup il y a de l'agriculture dans les territoires. Donc là, je vous laisse chacun regarder où sont vos territoires respectifs voilà, pour voir où vous vous situez. Mais donc on voit que clairement, notamment quand on va regarder le centre-Bretagne, le nord, on va dire aussi de la Bretagne, on voit que l'agriculture, elle est dans beaucoup de communes à plus de 30% des emplois totaux. Forcément, quand on regarde le côté Ille-et-Vilaine, l'attraction de la ville fait que autour de la ville de Rennes, les pourcentages sont moins importants. Mais au global, à l'échelle de la Bretagne, on voit que les emplois agricoles sont
extrêmement importants dans les emplois totaux. En termes de chiffres, là, ça c'était pour relativiser par rapport à tous les emplois totaux, mais en termes de chiffres, là aussi, du coup, on a plus de 142 000 emplois directs qui sont faits grâce aux filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par la Chambre d'agriculture en 2020, et vous voyez la répartition. Donc au niveau de la production agricole, on a 53 000 emplois. À l'amont de cette production agricole, on va retrouver des industries, donc notamment les industries de l'alimentation animale, mais aussi de la génétique, par exemple. Donc ça, c'est plus de 6 000 emplois. On va avoir des services directs avec 9 000 emplois. Et quand on descend à l'aval, on a forcément notre plus gros poste, c'est les industries en aval, donc les industries agroalimentaires, où elles, c'est près de 70 000 emplois. Voilà sur la répartition donc des emplois dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, en sachant que cette étude, elle porte uniquement sur les emplois directs. Donc, on n'a pas tous les emplois indirects qui sont liés, par exemple, avec le transport, la logistique, etc. Enfin, il y a plein d'autres emplois indirects qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'évolution du salariat. Vous le voyez, la courbe bleue, c'est la courbe des salariés, la courbe verte, c'est la courbe des actifs familiaux, donc notamment des chefs d'exploitation, qui diminue forcément, puisqu'on a vu qu'on a perdu quasiment un quart des exploitations en 10 ans. Donc, logiquement, le nombre de chefs d'exploitation diminue et le nombre de salariés augmente. Bientôt, la courbe va se croiser. Et donc, c'est déjà le cas dans le Finistère, par exemple, où on a plus de salariés que de chefs d'exploitation. La pyramide des âges. Donc là, on voit la répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge entre 2021 et 2011 pour comparer sur un pas de temps d'une décennie. Et donc, on voit que sur 2021, qui est le diagramme en vert, on a avancé en termes d'âge dans la répartition des chefs d'exploitation. Et c'est pour ça qu'on dit que la pyramide des âges, elle est vieillissante, parce que nos chefs d'exploitation sont de plus en plus âgés, et ce qui pose le problème donc de la transmission et du renouvellement des générations. Sur l'âge moyen du chef d'exploitation, on est en Bretagne à 49,9 années d'âge moyen. En France, c'est un peu plus vieux, 51,4%. Et donc ce 49,9, c'est 2 ans de plus qu'en 2010. Ensuite, cette région agricole, donc toujours pareil pour rester sur le côté, le côté humain et vraiment les personnes qui pilotent l'agriculture au quotidien. Donc au niveau des jeunes installés, ce qu'on voit sur la gauche, tous les départements bretons sont dans le top 10 des départements français pour le nombre d'installations. Donc clairement, on est une région qui est très dynamique sur le nombre d'installations. On a 2/3 des installations qui sont aidées. Sur l'année 2021, c'était 507 jeunes agriculteurs qui se sont aidés avec les aides de l'État, et donc auxquels il faut rajouter tous ceux qui sont hors aide de l'État. Sur le côté parité hommes-femmes, on a aujourd'hui 28,6% des chefs d'exploitation qui s'installent et qui sont des femmes. Et les jeunes agriculteurs, ils s'installent en moyenne à 30 ans, 30,3 années. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est ce que je vous dis en bas, plus de diplômes. Ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé, 41% qui ont un BTSA ou un niveau supérieur. Et ils ont en général une autre expérience avant de s'installer, une autre expérience professionnelle. La Bretagne, donc ça reste, c'est la première région d'élevage de France. Vous voyez, donc cette carte, elle est aussi issue du recensement agricole de 2020. On voit, comme je vous le disais tout à l'heure, que le lait est prépondérant. Donc le lait et l'élevage hors sol sont prépondérants. On a 28% des exploitations spécialisées en bovin lait et 21% en hors sol, donc en porc ou en volaille. On a une baisse du nombre d'exploitations. Comme je vous le disais, là, les quasiment un quart d'exploitations en moins. C'est dans toutes les spécialisations, donc dans toutes les orientations, sauf le maraîchage, où là, on voit une hausse du nombre d'exploitations en 10 ans. Donc, première région d'élevage de France. Juste pour vous donner quelques chiffres, et je vais faire exprès de commencer par cette magnifique photo des artichauts, du coup, pour vous dire qu'on est la première région d'élevage, mais aussi, évidemment, on est une région légumière qu'il ne faut pas oublier. Donc, aujourd'hui, on fait 80% des artichauts de France, donc sur la zone Nord-Bretagne, la zone légumière. On fait 56% de la production porcine,
On fait 37% des œufs, 23% de la collecte laitière et 32% de la volaille de chair. Aujourd'hui, en gros, un poulet français sur 3 est breton. Donc voilà, pour vous montrer que on est très orienté sur l'élevage et on participe activement à nourrir la population française. On est aussi la première région agroalimentaire de France et c'est tout l'intérêt, enfin, c'est notamment un des intérêts de cette Bretagne, c'est qu'on a l'agriculture d'un côté et l'agroalimentaire de l'autre et on a vraiment ce tissu économique qui est fait, et qui est là ensemble. Donc vous voyez, on a à peu près plus de 1100 entreprises agroalimentaires qui sont réparties sur tout le territoire. Donc là, vous le voyez avec les codes couleurs, donc le rouge sur les viandes, le gris sur le lait. Voilà, donc on peut voir la répartition et la spécialisation des régions. On voit que par exemple, si on prend la production laitière, les industries agroalimentaires laitières vont plutôt être dans le Nord Finistère et aux alentours de Rennes, enfin aux alentours de, pardon, en Ille-et-Vilaine, si on schématise très globalement. Alors que la viande, elle va être plutôt, enfin un peu partout sur les 4 départements. Donc voilà, là l'idée c'est de retenir que vraiment on a un tissu d'industrie agroalimentaire qui est extrêmement dense et extrêmement complet avec plus de 1100 industries. Donc on est la première région agroalimentaire de France et là je voulais vous montrer, donc on ne va pas regarder tout le tableau, mais certaines performances économiques de nos entreprises agroalimentaires bretonnes. On va regarder la première colonne qui est le taux de valeur ajoutée. Donc vous voyez que là, au niveau de l'ensemble des industries agroalimentaires bretonnes, quand on regarde le chiffre presque tout en bas, au niveau de la Bretagne, on est à 15% de valeur ajoutée. Donc c'est un bon taux de valeur ajoutée. Vous pouvez voir le détail par filière si vous le souhaitez. Quand on compare à la France, on est à 20%, 20,4%. Donc on est on est en deçà de la performance nationale. En revanche, il faut savoir que dans la performance nationale, on a aussi tout ce qui est vin et spiritueux qui rentrent en fait dans l'agroalimentaire et qui forcément, en termes de valeur ajoutée, augmente augmente significativement le taux de valeur ajoutée, ce que nous n'avons pas en Bretagne. Donc 15%, c'est un bon taux de valeur ajoutée. Le deuxième chiffre que je voulais vous montrer, c'est la colonne qui est juste à droite, c'est le taux d'exportation. Le taux d'exportation à l'échelle de la Bretagne, c'est 14%. 14% de ce qu'on produit est exporté, ce qui veut dire que 86% de ce qu'on produit reste sur le territoire national et participe à la souveraineté alimentaire nationale. Donc là, c'est pareil, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Quand on le compare à l'échelle française, on est en deçà, notre taux d'exportation est moins important que celui de la France. Là aussi, on a l'effet vin et spiritueux qui joue, puisqu'on exporte beaucoup de vins et spiritueux à l'échelle française. Pour autant, le chiffre à retenir, c'est que 86% pardon, de notre production reste sur le territoire national. Et vous voyez, pareil, la déclinaison suivant les productions. On a évidemment des leaders donc de l'agroalimentaire dans notre région. Là, vous voyez le top 10 dont les groupes ont des centres de décision qui sont restés en Bretagne. Donc Bigard, Eureden, Copperle, Even, Laïta, Jean Floc, Le Gouessant, etc. On a beaucoup d'entreprises importantes qui ont des chiffres d'affaires importants et des effectifs extrêmement importants aussi. Et enfin, dernier élément que je voulais vous évoquer, c'était le panorama. Alors, c'est pas exhaustif, mais en fait, ça vous montre toutes les marques, toutes ces marques-là sont produites en Bretagne. Pour vous montrer que on a des industries agroalimentaires. Alors, peut-être qu'on ne fait pas beaucoup de signes officiels de qualité comme dans d'autres régions avec du comté, des AOP, etc. Mais pour autant, on a des marques qui sont dans le cœur du quotidien des Français et que les Français connaissent très très bien. Charal, Marie, Paysans Bretons, ENAF, pour ne citer que cela. Mais voilà, là, je voulais vous montrer un petit panorama de ce qui est produit chez nous dans nos industries en Bretagne et qui, au final, se retrouve sur les tables de tous les Français. Pour vous montrer que la Bretagne contribue et peut continuer à contribuer à cette souveraineté alimentaire nationale. Voilà pour ma partie. Donc, je vais vous laisser s'il y a des questions.
Alors, il y avait une question sur alors peut-être sur l'un des derniers tableaux que tu as présenté. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier là. Une remarque, ce tableau s'appuie sur la valeur et non la quantité, j'imagine. Tout Oui, à Est-ce que fait. ça c'est doit être. ça, hein, c'est Daniel Lebois. C'était ce Oui, tableau-là que vous présentez, c'est bien, il s'appuie bien sur la valeur et non les quantités exportées, par exemple. Ouais, tout C'est à pas fait. précisé ça, hein. Ok, d'accord. C'est marqué c'est valeur marqué, hein. 2019. Ouais. Valeur, Voilà. oui, mais des valeurs, c'est. Non, une valeur, c'est une valeur, c'est pas une valeur financière forcément. OK. OK. Donc là, Le vous mot parlez pour valeur. celui-là, le taux d'exportation, Par exemple, le taux d'exportation, par taux de exemple? valeur, oui, oui, oui. Donc là, clairement, c'est sur les valeurs, les C'est que montants sur en les valeurs euros. financières, hein, Ouais, oui, tout à fait. économiques, économiques, Oui, hein. Ouais. tout à Ok, fait. Bah, voilà, merci. performance économique. Après, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on va commencer à analyser les chiffres 2022-2023, quand on les aura, Oui. l'inflation étant tellement importante que Mm. on regardera peut-être plutôt les volumes. Mm. Comme l'a fait Olivier tout à l'heure dans sa présentation, parce qu'au D'accord. final, les Oui, chiffres d'affaires et tout ça, c'est trop c'est difficile décoré. d'avoir une base pour interpréter maintenant. Oui, oui. Ok. Merci Delphine. Merci. Est-ce qu'il y avait alors merci aussi pour on est un peu en retard, on vous avait donné rendez-vous jusqu'à 12h15, donc comme on a commencé en retard, voilà, on va finir aussi avec quelques minutes de retard. Donc merci Delphine d'avoir récupéré un peu de retard dans ta présentation. Il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y ait eu une ou deux questions à l'oral. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Luc Goutard. Oui, Allez-y. oui, je voulais revenir sur le tableau de répartition entre salariat et non salariat. Je suis un peu surpris. On parlait de quoi exactement? Celui-là? Oui, parce C'est ça, qu'en c'est ce fait, tableau-là? oui, Ouais. voilà, il étonne un petit peu. Parce que selon les données du recensement agricole, on a quand même on a 52 000 ETP, dont 31 000 ETP pour les exploitants agricoles, quoi. Donc, voilà, ça Ouais. Alors, m'interrogeait un peu, quoi, ce tableau. donc c'est les chiffres. Alors, je ne sais pas si c'est les chiffres qui vous interrogent ou si c'est l'évolution, Les mais chiffres, en termes c'est de les chiffres. L'évolution, je suis bien d'accord. Le salariat augmente, je suis d'accord. Mais pour moi, les chefs d'exploitation et la main-d'œuvre familiale, c'est 35 000 emplois ETP, quoi. Et le salariat, c'est le reste, quoi. Donc, c'est 17 000, voilà, quoi. Donc, je suis un peu. Ah oui, le 17 000 en salariés, oui, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord. Entre le recensement agricole et là, vous voyez que c'est notre source, c'est la source de la MSA. Oui. En fait, il y a toujours des petites différences suivant le périmètre qui est pris en compte. Il y en a, par exemple, pour schématiser, il y en a qui prennent les pépinières, d'autres qui ne les prennent pas. Voilà, on a toujours des différences en termes de chiffres, mais l'évolution globale, elle est là et elle est la même pour tout le monde. Oui, la Donc, trajectoire, elle est bien là, ouais, quoi. que vous ayez des chiffres qui ne soient pas exactement pareils, parce que ce n'est pas la même source, ça ne m'étonne pas. Mais la trajectoire, normalement, l'évolution est la même. Merci Delphine. Ce que je vous propose, c'est de conclure avec 2-3 diapositives sur l'accompagnement de la Chambre d'agriculture auprès des collectivités. Donc, pour vous rappeler que donc on a un site web destiné aux collectivités qui depuis à peu près 1 an et demi. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site et avec beaucoup d'informations, alors du type qu'on a pu évoquer aujourd'hui et sur aussi des présentations d'expériences, de projets menés avec les agriculteurs, avec les collectivités. Une newsletter trimestrielle qui va sans doute passer à tous les 2 mois dans les mois qui viennent. Donc, vous pouvez aussi, si vous ne la recevez pas, vous y inscrire. Et puis, en termes d'organisation, donc une organisation de proximité, donc avec 20 territoires de projet,
que vous retrouvez sur cette carte. Et donc, sur chaque territoire, des élus référents qui sont aussi vos interlocuteurs dans vos collectivités, et donc des chargés d'animation territoriale qui, du côté des services aussi, sont les interlocuteurs de vos collaborateurs. Donc, on a mis dans le diaporama aussi le lien avec vers ces contacts. Et puis enfin, alors c'était une série de 3 webinaires sur le mois de juin, donc c'est le dernier. Mais on vous donne rendez-vous donc le 14 septembre. Ça fait déjà plusieurs éditions qu'on vous propose donc au SPACE, une journée territoire. Donc, avec 3 temps forts, forum d'expérience, table ronde et échange avec des entreprises bretonnes autour de la thématique Bretagne, terre d'élevage et demain. Parlons-en. Donc voilà, vous avez ici le lien aussi dans le diaporama pour vous y inscrire. Les inscriptions sont ouvertes là depuis quelques jours, donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur ce lien. Vous aurez plus le détail de la journée dans la page d'inscription. On vous remercie, je pense. Alors, j'ai posé la question, Olivier, je pense que Laurent est parti en bureau au CRAB, je pense. Voilà, donc Oui, c'est ça, Laurent oui. Carlire ne pouvait pas rester avec nous. Il y a un bureau de nos élus au niveau régional en parallèle, donc il ne pouvait pas rester avec nous. En tout cas, on vous remercie pour votre participation, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers les chargés d'animation territoriale de votre territoire. Vous avez aussi les mails de Delphine et Olivier dans les diaporamas, et le diaporama, on vous le fera suivre d'ici début de semaine prochaine. Comme ça, vous aurez aussi les contacts. On vous remercie. Bon après-midi. Véronique? Merci beaucoup. Oui. Il y a une Oui, dernière main merci. qui s'est levée. Je ne sais pas s'il y avait pardon. une dernière question par rapport Eh ben, on peut, à ce que tu pas de viens de souci. présenter. Oui. Oui, allô? Non? Oui. Oui, allez-y. Oui, on vous entend. M'entendez? Ouais, super. Oui, c'est une question que j'ai écrite aussi dans le chat. Je voulais savoir, dans un des derniers webinaires, je crois que c'était le premier, je ne suis pas sûr, vous avez mentionné l'apparition prochaine de plaquettes avec des données au niveau des EPCI qui s'appelleraient les profils de territoire. Oui, ils sont Voilà, je sortis, voulais oui. savoir ce qu'il en était. Ils sont sortis? Ok. Ils sont Super. sortis, ils sont en ligne sur notre site web collectivité. Et ce que je vous propose, c'est quand on va vous renvoyer le diaporama, on vous mettra dans le corps de mail le lien vers les profils. C'est vrai qu'au premier webinaire sur l'installation, il y a une quinzaine de jours, ils étaient faits, mais ils n'étaient pas encore en ligne. Mais là, ça c'est Ok. fait, c'est fait. Donc, on vous Du mettra coup, ça dans le mail. Le site pour les trouver, c'est le site de. C'est donc ce qui apparaît Celui qui là, s'affiche là. voilà, agriculture-collectivité.bzh. Très bien. Et si Merci. vous allez sur la dernière newsletter du 19 mai, du 19 juin, pardon, vous aurez le lien direct vers les profils de territoire. Mais on va vous remettre ça dans le mail avec le diaporama. Très bien. Merci à vous. Je vous en prie. Et ben, si c'est le mot de la fin, on va arrêter là. Merci à tous et bonne continuation. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.